Se dire, puisque je propose de travailler sur l'engagement du psychanalyste avec un petit clin d'œil quand même sur l'engagement en tant que professionnel, même si je l'ai plus traité côté psychanalyste. Du coup, je vais passer par, entre autres, une psychanalyste qui est décédée en 1937, donc elle est décédée il y a très très longtemps, mais elle a eu la chance de rencontrer Freud. Et c'était une femme libre. Donc je fais un petit clin d'œil à l'intervention de Dominique ce matin, puisque c'est lui qui a ouvert cet après-midi, que je vais fermer. Donc moi je m'appelle Mireille Séjalon et je suis de formation psychologue spécialisée en gérontologie, et maintenant je suis psychanalyste. Et il me paraissait intéressant à la fois pour les élèves analystes qui sont présents, mais aussi pour, on pourrait dire, tout professionnel qui veut s'engager, en tout cas c'était quand même un peu l'objet de notre journée, de pouvoir s'interroger sur comment il se positionne dans sa posture en fonction de ses missions. Et en me reliant donc à Lou Andréas Salomé, qui est une femme qui était une femme de lettres, mais psychanalyste à l'époque, et qui s'est beaucoup intéressée aux concepts freudiens, puisqu'elle les a prolongés. Et entre autres, elle s'est intéressée au narcissisme. Et moi, ce qui m'intéressait de travailler sur l'engagement du psychanalyste, c'était d'identifier justement l'importance d'être sur un bon narcissisme. En psychanalyse, on travaille souvent le bon narcissisme et le mauvais narcissisme, en tout cas l'identifier pour justement plutôt se relier à notre bon narcissisme, c'est-à-dire être, et je vais reprendre un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui, quelqu'un d'authentique, quelqu'un en lien avec son inné, quelqu'un en lien avec son intégrité, quelqu'un qui peut se sentir libre et qui va donc en miroir, puisqu'en fait c'est tout le travail du psychanalyste, mais pas seulement, je passerai par quelques vignettes cliniques, notamment par exemple une éducatrice de jeunes enfants, comment en miroir je peux faire travailler l'autre ou lui renvoyer aussi justement son bon narcissisme, parce que c'est vraiment important. Et ça, c'est le côté humanisant de la psychanalyse humaniste initiatique. Donc en passant par Lou Andréas Salomé, c'était aussi une façon de l'honorer, puisque vous remarquez très souvent que sont critiqués, mais dans le sens pas compris, certains concepts psychanalytiques, puisque même en 2021, on critique encore Freud. Quand on s'y intéresse particulièrement, on se rend compte que ceux qui le critiquent n'ont peut-être pas tout compris. D'ailleurs, à l'Institut, on a proposé à un groupe d'élèves analystes d'interroger, d'actualiser les concepts freudiens. Donc c'est bientôt au programme d'ailleurs. Et donc c'est vraiment pour nous important à la fois de se relier à des concepts lointains et pouvoir les utiliser ou les actualiser actuellement. Donc ça, c'était le premier lien. Et le deuxième lien, c'est, on a parlé des nouveaux paradigmes aujourd'hui. On a fait des liens avec les nouveaux paradigmes. Et du coup, je vais passer par, et toujours en lien avec le concept de Lou Andréas Salomé. Lou Andréas Salomé, oui. Donc passer par la révolution narcissique. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, en tant que professionnel, c'est comment effectivement pouvoir, en miroir, renvoyer, donc on parle du miroir psychique, comment renvoyer au patient son bon narcissisme, parce que très souvent, on a affaire, notamment en consultation, avec des personnes qui peuvent être dénarcissisées, dévalorisées. On parlait de ceux qui sont en épuisement professionnel, de ceux qui sont, avec Cécile tout à l'heure ce matin, en mouvement dépressif, ou avec ce que nous proposait aussi Émilie, qui sont perturbés. Donc comment on peut, nous, en tant que professionnels, leur renvoyer, les aider, en miroir psychique, à renouer avec leurs ressources, avec leur potentiel, et notamment avec leur bon narcissisme. Et donc, je vais passer aussi donc par cette révolution narcissique. Donc, mais pour ce faire, je vais commencer par un premier exemple clinique. Je vais vous en partager 2-3. Donc, en fait, c'est face à un couple. Ce couple, il vient en consultation. Monsieur est amené par son épouse, parce que son épouse, elle vient en consultation depuis pas mal de temps, et elle est très, très inquiète. Donc, elle vient avec son époux, parce que monsieur, donc, est en train de se faire contrôler
par un de ses contractants. C'est un monsieur qui est paysagiste et il a plusieurs contrats et il est en train de se faire contrôler donc, par un de ses contractants dont l'épouse va mourir d'un cancer. Et elle comprend très bien, cette patiente, parce que ça fait quand même un certain temps qu'elle est en psychanalyse, donc elle a compris ce que c'était que les contaminations psychiques, et elle comprend qu'elle pourrait aussi, du coup, elle, dans son couple, se faire contaminer par cette problématique, en tombant malade, elle aussi. Et là, le psychanalyste, forcément, puisque c'est ce qu'il vient de chercher, hein, ce couple, c'est ce qu'il vient chercher, il doit s'engager et poser ce qu'on appelle, nous, un non protecteur. Là où cette patiente ne peut peut-être pas poser ce nom protecteur, là où ce patient n'en est pas là, puisqu'il est réduit et il est mis en difficulté, il est dénarcissisé par ce contractant, en fait, il vient chercher un nom protecteur afin que ce patient et cette famille sauvent sa peau. Donc, sauver sa peau et celle de sa famille. Donc, on est bien d'accord que ce nom protecteur, c'est dans le miroir psychique qu'on va nous le renvoyer, puisque de toute façon, c'est le patient qui me le renvoie, c'est ce couple qui me le renvoie. Donc, en fait, on vérifie que ce client en question présente une position anale. Alors, pour nous, en psychanalyse, une position anale, c'est très simple, c'est quelqu'un qui contrôle et qui est très souvent sur un rapport dominant-dominé, à part celui qui a génitalisé ses pulsions et qui connaît très bien sa façon d'être et qui peut la réguler. Mais sinon, là, pour le coup, c'est donc quelqu'un qui est en position anale, qui est en rétention, qui ne paye pas l'émission de ce patient et qui en demande toujours plus. Donc, à partir du moment où ce non protecteur, il va être posé dans le miroir psychique par un tiers, et là, le tiers, pour le coup, c'est le psychanalyste, mais ça pourrait être un autre professionnel, alors même qu'il n'était pas entendu par son épouse, à partir de ce moment-là, ce patient va entendre et il va faire des choix, c'est-à-dire qu'il va s'engager, c'est-à-dire que si moi je m'engage en tant que professionnel, je peux effectivement du coup aider le patient à s'engager. Donc là où il est en difficulté pour s'engager, je vérifiais juste, c'est pas un problème de son, non, c'est bon. Donc à partir du moment où le psychanalyste lui renvoie en miroir que s'il s'aime suffisamment, donc là je me mets en lien avec le bon narcissisme, s'il s'aime suffisamment, que s'il se respecte suffisamment, en passant par du bon narcissisme, ce patient entend la limite protectrice du non. Il s'engage à son tour dans la semaine puisqu'il a finalisé le contrat, s'est fait payer à sa juste valeur et on voit bien que la triangulation patient-cadre-analyste s'avère protectrice, contenante. Valérie, on a parlé aussi la fonction contenante, notamment en lien avec Bion. Donc, on a fait aussi travailler le clivage de l'objet, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour moi et mauvais pour moi dans cette situation. Dominique, on a parlé ce matin. On a aussi cette responsabilité dans notre posture d'amener le patient ou le professionnel à aller identifier ce qui est juste pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Dans sa véracité, bien évidemment. Ce qui sera juste pour vous ne sera pas juste pour vous. Alors, la posture du psychanalyste, effectivement, est quand même assez particulière. Et là, je vais passer par Winnicott. Pour Winnicott, le fameux psychiatre et psychanalyste qui lui s'est essentiellement occupé des enfants, lui parle de la relation de fusion narcissique nécessaire entre le patient régressé et son analyste. Et cet état permettrait donc une fusion primitive archaïque avec l'inconscient, et notamment l'inconscient des personnes qu'on accompagne, lui-même dans sa relation analytique, et ce serait à ce moment-là le travail spécifique que l'analyste va utiliser pour construire quelque chose. Et là, on va parler effectivement de mouvements contre-transférentiels. C'est-à-dire qu'on doit renvoyer au patient ce qu'il n'arrive pas à identifier, à voir, à comprendre, ce qui est refoulé. Donc, il s'agit d'une élaboration d'une aire de travail en commun. On est vraiment sur une aire de travail en commun. Et si je ne m'engage pas, qu'est-ce qui se passe? Si je ne m'engage pas, comment je vais du coup amener le patient à s'engager? Surtout si c'est quelqu'un qui s'auto-réduit, qui est dénarcissisé ou qui se dévalorise. Donc il faut attendre le moment où son patient aura atteint une certaine maturité, où il va pouvoir intégrer.
et notamment peut-être parfois ce nom non protecteur qu'il n'a pas pu lui-même poser. Donc c'est parce que l'analyste va pouvoir accueillir en lui, va pouvoir reconnaître en lui, va pouvoir analyser pour son propre compte et les vivre d'une façon authentique avant de pouvoir les restituer au patient, que ce travail analytique va être un vrai travail mutatif pour le patient. Et là, c'était le couple. Alors, même si cet engagement, somme toute, paraît parfois un peu violent, comme tout engagement, comme une naissance, c'est un moment qui est douloureux et violent, il n'empêche qu'il nous faut avoir beaucoup de douceur. Et la douceur en psychanalyse, moi je la relierais à ce côté humanisant et à ce qu'une psychanalyste appelle, c'est Anne Dufournel, elle parle de la puissance de la douceur. J'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. La douceur est un rapport au temps qui trouve dans la pulsation même du présent la sensation d'un futur et d'un passé réconcilié, c'est-à-dire d'un temps non divisé, parce que très souvent c'est ce qu'on travaille aussi. Notre engagement permet de faire des liens sur les d'accord, pas d'accord, des liens sur le passé, présent, futur. Ce temps permet de se réconcilier à la vie et aide à lâcher notamment les compulsions de répétition. Souvent, c'est ce qu'on travaille en consultation. Le patient, il vient parce qu'il a répété encore une fois une problématique et il en a marre d'avoir répété cette problématique. Et on va pouvoir effectivement identifier, alors on peut travailler aussi en lien avec la psychogénéalogie, mais s'il vient répéter, s'il vient déposer, c'est qu'il n'a pas encore tout identifié, encore pas tout compris. Donc peut-être qu'il a encore besoin de venir répéter quelque chose avant de le lâcher. Donc dans son écoute, dans notre écoute en tant que psychanalyste, on doit essayer d'aller à la rencontre de ce qui ne se dit pas, écouter les hésitations et les émotions qui peuvent retenir d'autres mots interdits, effacés. Alors là, je vais passer par une autre situation d'une patiente qui m'a donné l'autorisation de pouvoir en parler, puisque c'était lors d'une consultation il n'y a pas très très longtemps. Elle a compulsé pendant sa consultation sur « je suis fragilisée ». Je suis fragilisée. Et en fait, moi, j'entendais que ce « je suis fragilisée » ne lui appartenait pas. En miroir, elle parlait de la problématique de sa mère, qu'elle avait récupérée malgré elle. Et comme l'a écrit Freud, l'ombre de l'objet est tombée sur le moi. C'est-à-dire qu'on entend bien, mais bon, je l'avais entendu parce que c'est quelqu'un qui fait un travail depuis pas mal de temps. Je l'avais donc déjà entendu que l'ombre de l'objet, c'est l'objet, donc le premier objet d'amour, là pour le coup c'est sa mère, il est toujours présent, il l'envahit. On pourrait presque dire là pour le coup qu'il peut la persécuter par rapport à sa relation au corps. Et à un moment donné, donc elle est encore contaminée par sa mère, mais ça c'est très courant. Moi la première, il m'arrive encore d'être contaminée, persécutée par quelque chose qui est de l'ordre de ma mère. Mais j'en ai conscience et assez vite, je vais effectivement m'engager en auto-analyse et lui dire « Ok, c'est bon, maman, allez, je suis Mireille et je suis pas toi. » Et là, je ne peux pas ne pas m'engager. Donc, à ce moment-là, je lui renvoie « Mais non, vous n'êtes pas fragilisé. C'est votre mère qui est fragilisée. » Et le fait de lui renvoyer ça en miroir, alors ça peut être effectivement assez violent. On parlait des symptômes, on parlait du fait qu'effectivement on peut avoir besoin de s'accrocher à des symptômes, mais il y a quand même beaucoup de souffrance. Donc je viens poser un nom protecteur. Et très souvent, il y a plein de professionnels qui viennent dans leur mission, dans leurs actions, poser des noms protecteurs. Donc ce qui peut lui permettre, ou va lui permettre, alors pas forcément pendant cette consultation, parce qu'on va certainement encore le travailler pour faire chuter et liquider ces reliquats, c'est pour amener, d'ailleurs je crois que Dominique en parlait ce matin, ce qu'on appelle nous un accord moi-moi. Et cet accord moi-moi, même si on peut l'avoir de plus en plus, c'est pour ça que je passais par Lou Andréas Salomé et par le fait de se sentir libre en fait, et léger et légère, c'est lorsqu'on est dans cet état d'accord moi-moi, mais on ne l'est pas 24 heures sur 24, on a aussi tous des petits moments de détresse. Mais en auto-analyse, on arrive assez vite à les réguler. Donc, c'est effectivement la reconnecter ou reconnecter sur notre bon narcissisme. Et surtout, les sortir du mauvais narcissisme. Donc, le professionnel ou le psychanalyste va cultiver ce qu'on appelle
sa position génitale. C'est-à-dire, sa position génitale, c'est ne pas agresser l'autre, ne pas abîmer l'autre. Le non, il est protecteur. Le non, il ne doit pas être agressif. Mais à un moment donné, on est obligé de le poser, puisque c'est quand même le patient qui vient le chercher. Ne pas se mettre en rivalité avec l'autre, ne pas utiliser un rapport dominant-dominé, et surtout, faire advenir sa singularité et l'unicité de l'autre. C'est ce miroir psychique qui peut servir de support humanisant. Donc le professionnel ou psychanalyste, il va partager à certains moments et délibérément des expériences et des émotions humaines. Et là, je fais référence à Irvin Yalom, qui est un psychanalyste, qui a écrit entre autres L'art de la thérapie. C'est un ouvrage qui est passionnant, puisqu'il parle de toutes ses expériences, de ce qu'il a compris, de ce que lui a fait vivre et comprendre le fait d'être psychanalyste. Donc l'authenticité dans le miroir psychique aide le patient ou le groupe en supervision, je vais vous donner un exemple, à être authentique à son tour. Plus je suis authentique et vrai, plus je vais renvoyer en miroir effectivement cette capacité, cette autorisation à être authentique et intègre. Alors, il s'agit aussi, donc là je fais toujours référence à Irvin Yalom, parce que je trouvais que c'est intéressant comme il le parlait, il s'agit aussi de partager notre part d'ombre. C'est ce qui fait qu'à certains moments, on va parler de notre expérience. Je vous donnerai un exemple. Nous autres thérapeutes devrions être conscients de nos côtés sombres et détestables et les partager avec nos patients peut leur permettre de cesser de se stigmatiser pour leurs transgressions réelles ou imaginaires. Alors, Winnicott aussi, lui, n'hésitait pas à partager ses pulsions les plus sombres. Et entre autres, du coup, j'ai redécouvert un article qu'il a écrit, entre autres par rapport à nos difficultés d'être père ou d'être mère. Il a écrit La haine dans le contre-transfert, et où il explique 17 ou 18 raisons pour lesquelles les mères haïssaient leur bébé. Donc je crois que c'est intéressant parce que lui, en tant qu'homme, il a pu l'écrire. Bon, après, par rapport à son histoire, on peut comprendre. Donc du coup, je vais passer par... alors, il faut juste que je retrouve... parce que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis là, la vignette clinique, mais je devrais la retrouver. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça, je l'ai tout de suite. Donc voilà. Donc je vais passer à la vignette clinique, pardon, mais juste je vais rappeler je vais rappeler l'architecture du sujet. Le sujet, il a une identité, il va avoir une réflexivité et il va avoir un double. On va travailler là-dessus, ça va nous permettre de nous engager avec le patient, vous allez comprendre. L'identité, c'est un processus qui organise le rapport du sujet à son altérité, on en a parlé ce matin, ainsi que sa relation singulière et intime qu'il va donc parvenir à nouer ou pas avec lui-même. Et elle s'inscrit dans le champ de la réflexivité. La réflexivité est très très importante. Et la réflexivité, elle correspond à comment un sujet se voit et se sent, comment il se pense et se représente son propre fonctionnement psychique, comment il réfléchit et se réfléchit à lui-même ses propres expériences, et comment il se construit psychiquement à partir de ces différentes opérations. D'où l'intérêt de s'intéresser au travail de Lou Andreas Salomé et d'aller voir quelle est son interprétation de ce que vit Narcisse, le fameux Narcisse. Donc il apparaît que l'identité, le rapport à soi et la réflexivité interne se construisent autour d'une modalité particulière qu'on appelle le double. Et le double, en fait, c'est comme une ère transitionnelle. Donc, je vais passer par un exemple. Le psychanalyste, il peut s'appuyer sur cette modalité pour aider l'autre à élaborer, et notamment là où il y a des résistances. Donc là, je vais passer par un exemple. Il s'agit d'une patiente qui présente un affect de mauvaise mère. C'est-à-dire qu'elle se considère et elle fantasme de prime abord qu'elle est mauvaise mère. Alors même qu'on peut voir qu'en fait, qu'elle peut vivre les détresses de la plupart des mères. Et qui culpabilise de ne pas savoir gérer son fils qu'elle gère une semaine sur 2. Je lui renvoie ailleurs. Alors bon, c'était quand même une patiente qui régulièrement, voire systématiquement, revenait sur cette souffrance. On était vraiment sur un affect de mauvaise mère très important. Et à ce moment-là, je lui renvoie, mais cette fois-ci, je lui renvoie. Et là, je demande aux élèves analystes de me dire à quel stade j'étais psychogénétique pour comprendre pourquoi je l'ai dit à ce moment-là. Je lui dis...
je peux vous partager que le mercredi, moi aussi, lorsque je gère mes 3 enfants, j'en peux plus. Bon, à l'époque, ils étaient plus petits. Hein. J'en peux plus. Il m'arrive d'appeler mon mari, qui est parfois en consultation, ou une amie, afin de transformer mes pulsions agressives. Il m'arrive d'hurler. Et à ce moment-là, la patiente me regarde, étonnée, interloquée. En utilisant cette aire de travail réflexif en commun, en lui renvoyant que je peux moi aussi partager cette détresse, elle y voit en miroir un autre soi-même et en miroir, s'y refléter, y voir cet aspect universel d'une position humaine partagée, ce qui va humaniser son ressenti qu'elle pensait singulier afin de le transformer. Ah, vous aussi, vous galérez des fois avec vos enfants. Oui, vous aussi, cela vous arrive, vous aussi, vous ressentez cette haine parfois pour vos enfants. C'est normal alors. Alors, à quel stade elle était, cette patiente, quand je lui ai dit ça? Phallique? Non, pas phallique. À quel stade? Là, j'ai vraiment travaillé le miroir, là. Elle était en quoi, alors? Ouais, elle était en stade du miroir, donc 7e fantasme, identification mère. C'est à ce moment-là que j'ai pu lui le dire. Je ne pouvais pas lui le dire avant ou après. Donc, cette humanisation, elle est très, très, très importante. Hein. Alors, je vais vous donner un autre exemple, mais là, c'est l'exemple lors d'une supervision avec donc une équipe mobile en pédopsychiatrie qui intervient à domicile auprès d'enfants, soit qui sont porteurs de handicap psychique ou physique, ou soit parce que les parents sont en difficulté, ils sont parfois même porteurs de handicap. Donc là, c'est le cas, c'est un enfant qui a des parents qui sont porteurs de handicap. Et l'équipe mobile les suit, bon, il y a d'autres services qui les suivent aussi. Elle intervient donc, voilà, et elle dit à un moment donné, à quoi bon continuer à proposer des postures éducatives? Ça ne sert à rien, les parents n'évoluent pas. Une autre professionnelle qui réagit et qui dit « Mais si, l'autre jour, le père a verbalisé « Notre fils, il est différent à la crèche et avec vous. » Et là, l'interlocutrice qui dit ça, elle a vu, elle a compris qu'effectivement, le père, il avait vu qu'il y avait une différence, qui est quand même assez énorme par rapport aux... Ça fait au moins 6 mois qu'il les accompagnait. Donc, ce qui souligne qu'il a observé, entendu qu'il se passe quelque chose. Alors, comme c'est il n'y a pas très très longtemps et que je préparais cette intervention, donc du coup, je les ai fait travailler un peu plus en détail sur ce que cette jeune éducatrice, c'est son premier poste de jeunes enfants, vivait en miroir. Donc, dans le miroir psychique, qu'est-ce que l'éducatrice exprime? Alors, elle exprime, donc là après, c'est tout le groupe qui s'est exprimé. Hein. Suis-je efficace? L'autre n'a rien pris de ce que je lui propose comme posture suffisamment bonne. Mais là, c'est moi aussi qui me mets dans cette posture suffisamment bonne. Donc du coup, l'équipe a pu aussi comprendre que même si ce couple est porteur de handicap, ils ont quand même des postures qui sont justes et qui sont bonnes. Donc il n'y a pas que moi en tant qu'éducatrice de jeunes enfants qui sait et qui a une posture qui est juste et bonne. Donc là, elle a pu travailler le côté réflexif de sa mission professionnelle. Je suis déçue de quoi? Si j'étais l'enfant, donc après tous les processus d'identification, si j'étais l'enfant, comment je le vivrais? Les angoisses, peut-être que je peux vivre à l'idée d'être un enfant avec des parents porteurs de handicap. Et là, on voit toute l'insécurité qui peut être ressentie par le professionnel. Comment les parents ne voient-ils pas? Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, mais comment les parents ne voient-ils pas ce que nous, on voit et ce que nous, on apporte? Alors qu'en fait, il y a des choses qui ont avancé puisque les parents ne voulaient pas mettre cet enfant à la crèche. Et là, au bout de, je crois, 3 mois d'accompagnement, ils ont accepté qu'il aille à la crèche. Et donc là, l'éducatrice, et plus particulièrement, elle dit « Je crie ma détresse si j'étais à la place de l'enfant ». Donc c'est ce qu'elle dit en fait, en miroir. En miroir, cet accompagnement de ce jeune enfant qui avait 18 mois, lui a fait aussi, l'a fait régresser en tant qu'enfant. Comment moi, si j'avais des parents comme ça, je le vivrais. En tout cas, pour elle, c'est vraiment insécure. Donc, à ce moment-là, on va utiliser son bon narcissisme. On va toutes, enfin l'équipe, et en plus, on n'était que des femmes, on va passer par cette douceur de l'engagement du psychanalyste. Parce que là, on sentait que peut-être ça allait être un petit peu difficile pour cette jeune cette éducatrice jeunes enfants de se retrouver
à nouveau confrontée aux parents, parce qu'on voit qu'elle a quand même un regard qui est peut-être un peu sur de l'appréciation et un peu sur du jugement, et ça peut être gênant dans le transfert et le contre-transfert. Donc là, on va amener beaucoup de douceur, toute l'équipe va la contenir et lui dire que c'est normal qu'elle pense ça, que c'est légitime de penser ça. Et c'est vraiment ce qu'on y fait en supervision. En supervision, on peut crier sa douleur, on peut crier sa détresse, d'avoir à accompagner des personnes en détresse. Donc, c'est pour ça que je passais par Anne Fournarel qui écrit la puissance de la douceur. La douceur. Alors, c'est Anne Dufour-Mantel, qui est une psychanalyste. Donc, contemporaine, enfin, elle est décédée, mais elle est contemporaine. Donc, la douceur est ce qui retourne l'effraction traumatique en création, ce qui, sur la nuit hantée, pose de la lumière, sur le deuil, un visage aimé, sur l'effondrement de l'exil, une promesse de rive où se tenir. Voilà. Donc, lorsqu'on s'engage, si on s'aime suffisamment, si l'on prend suffisamment soin de soi, notre engagement sera d'autant plus contenant. Donc là, pour finir sur les supervisions, j'invite le groupe à parler de ce qu'il ressent à ce moment-là. Ce sont toutes des mères de famille, elles verbalisent la souffrance de cette situation et ce que cela leur envoie en miroir lorsqu'elles s'identifient à l'enfant et leurs réflexions face aux parents plutôt passifs, ce qui les exaspère. Elles expriment leur haine, leur colère, ce qui est insupportable. Et nous savons, nous, que le fait, une mère aussi de famille en consultation ou un père ou un couple qui vient parler de sa souffrance, de ses pulsions agressives ou destructrices, il va venir les transformer, les humaniser. Donc à ce moment-là, je ressens la puissance de l'écoute. Hein, là, c'est Anne Dufour-Mantel qui l'écrit. À ce moment-là, je ressens que, et je reprends la phrase de Anne, la puissance de l'écoute est activante dans ses plis, au sens où l'entendait Deleuze, de la psyché qui sont autant de micro-enregistreurs du réel. Tout ce que l'équipe va enregistrer, va transformer, elle va en miroir l'aider les parents à le transformer et très certainement rassurer cet enfant parce qu'elles ont pu dire après, moi en tant qu'éducatrice jeunes enfants, si je me sens insécure ou en détresse dans cette situation quand j'accompagne l'enfant, peut-être qu'il ressent ma détresse et ma souffrance. Donc, ça lui a permis de se repositionner par rapport à sa posture. Alors, je vais du coup en arriver à cette fameuse révolution narcissique. Donc là, on est vraiment sur du bon narcissisme. Donc, Lou Andreas Salomé, qui est considérée comme une femme ayant un esprit libre, qui était philosophe, bien évidemment, poétesse, etc., et très intéressée à la spiritualité. Elle était vraiment connectée à ce retour au tout. Donc, je fais des liens avec ce que Adrien a dit, ce que d'autres ont dit aujourd'hui. Cette connexion à l'univers, cette connexion à Gaïa, cette connexion au cosmos. Pour elle, nous, univers devenu conscient et par là morcelé, nous devons freiner, nous supporter mutuellement. Nous devons faire la preuve concrète de notre profonde unité. Alors en fait, pourquoi les révolutions narcissiques? Et là, je vais passer par Marie de Henzel, pour ceux qui la connaissent, c'est une psychologue qui a écrit La mort intime, une des premières psychologues qui a écrit sur ce qui se passe dans une unité de soins palliatifs et qui a humanisé ce qui se passait dans cette unité. Et là, pour le coup, Marie de Henzel fait des groupes de parole, justement, donc là, le lien avec, je ne sais plus qui parlait des personnes âgées tout à l'heure. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. Voilà, oui. Elle a fait des groupes de parole avec les personnes âgées et en fait, elle s'est rendue compte le nombre de personnes, même en EHPAD, hein, qui avaient bien compris ce paradoxe du vieillir et qui disaient « Mon corps décline, ma pensée croît dans ma vieillesse, mais il y a une éclosion. » Enfin là, en fait, c'est une phrase de Victor Hugo, mais pour illustrer ce qu'elle a compris de ces personnes. Donc, elle a compris qu'il y avait une partie des personnes âgées qui ne se préoccupent pas forcément de l'homme extérieur, mais plutôt de l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Donc, ces personnes ont accompli une mutation au niveau narcissique.
Et elle a constaté, donc Marie de Henzel, que ces vieux et ces vieilles ne manquaient pas de charme. Leur joie de vivre, la richesse de leur intériorité avaient une traduction physique immédiate. Des yeux pétillants de malice et de bonté, des sourires attirants. Oui, on avait envie de s'approcher d'eux, de les écouter, de leur offrir son bras pour faire quelques pas dans le jardin. Ils respiraient la vie. Lorsqu'on s'engage, lorsqu'on est psychanalyste ou professionnel, si on n'est pas relié à notre pulsion de vie, à notre bon narcissisme, si on ne respire pas la vie, comment on peut aider, accompagner l'autre à se relier à son bon narcissisme et à se relier à la pulsion de vie. Donc c'est ce qui fait que j'ai choisi cet axe-là. Donc Marie de Henzel écrit « Je n'avais pas devant moi des blessés narcissiques, car ce qu'elles me donnaient à voir, ces personnes âgées, était plutôt de l'ordre d'une vraie intégrité narcissique. » Donc ce narcissisme, ce fameux narcissisme, avait la particularité de ne pas être fondé, et c'est là que c'est important, sur le déni de la mort ou de la solitude. Donc ce qui permet de nous engager, c'est effectivement d'avoir bien réglé, traversé, compris, identifié, et ne plus avoir peur de la mort, et être capacitaire à être seul et à assumer cette solitude. Donc là, je fais référence à la capacité d'être seul en présence de soi-même de Winnicott. Et parce que face à cette vieillesse, souvent, c'est ce qui se passe. Donc pour Marie de Henzel, c'était un narcissisme autre qui donnait l'impression que ces personnes que j'écoutais et qui exprimaient un sentiment continu d'exister, donc très souvent en consultation, c'est ce qu'on va faire travailler ou rassurer ou contenir. Un sentiment continu d'exister là où il y a effondrement, là où il y a souffrance. Donc ce sentiment continu d'exister avait gardé une certaine confiance en elle-même et dans la vie, cet autre narcissisme semblait intact. Comme si vieillir ou vivre, moi je vais plus retenir vivre pour le coup, de multiples expériences développaient un quantum de tendresse vis-à-vis de soi et des autres. Et donc cette douceur et cette tendresse, elle est indispensable lorsqu'on a à accueillir effectivement un patient ou un groupe, et notamment lorsqu'on doit s'engager. Il nous faut beaucoup de tendresse et de douceur. Alors, j'en arrive, et je serai bientôt à la conclusion, j'en arrive justement à l'apport de Lou Andreas Salomé, qui, elle, a posé comme concept ce qu'elle appelle le narcissisme comme double direction. Et pour elle, il y a un narcissisme, c'est-à-dire l'amour porté à l'image de soi-même, qui exprime la référence à notre propre énergie, notre propre façon de nous aimer nous-mêmes. Mais pour elle aussi, la deuxième direction, c'est notre enracinement dans l'état originaire auquel nous restons incorporés tout en nous détachant. Pour elle, c'est ça l'autre lien, cette double direction. Donc, Lou Andreas Salomé explique qu'on vérifie dans le regard de l'autre ou dans le miroir son intégrité narcissique. Elle le qualifie de narcissisme cosmique ou de narcissisme originaire, qui pour elle traduit le sentiment interne d'être enraciné dans l'état originaire. Alors pour elle, c'est une perception d'être porté, entouré, balancé dans un contenant chaud et protecteur, qui va du coup qui a été inscrit pour toujours dans notre peau, et notamment quand on était dans le ventre de notre mère et ou dans cette première phase de notre vie. Et pour elle, cette perception archaïque qui forme le narcissisme originaire, c'est le sentiment de faire partie d'un tout. Je crois que Dominique et Adrien en parlaient tout à l'heure, mais pas seulement. Donc, ce narcissisme, c'est le simple amour de soi, mais c'est aussi l'identification intuitive avec le tout, c'est-à-dire se relier à la nature, à notre nature, mais à la nature. Alors, elle le dit autrement pour que ça soit plus clair. Donc, et elle passe par le mythe de Narcisse, qu'elle a revisité. Donc,
Donc, première hypothèse, celle que nous connaissons et sur laquelle Freud s'est appuyé, Narcisse se mire amoureusement dans l'eau du lac et finit par tomber dedans. Le narcissisme, pour lui, c'est un stade à franchir. Mais il y a autre chose aussi, ce narcisse qui ne se mire pas, mais qui est miré et qui s'engendre lui-même hors de l'eau. Donc pour elle, ce narcisse-là voit son image reflétée par l'eau, laquelle reflète, donc là je fais référence à la fameuse réflexivité, laquelle reflète aussi toute la nature qui l'entoure, les arbres, le ciel. Et s'il tombe amoureux, ce n'est pas de son image à lui, mais de son image intégrée dans le tout de l'univers. Il prend conscience de son enracinement dans l'état originaire. Cet autre narcissisme n'est plus un stade à franchir, c'est un accompagnement durable de toutes nos expériences profondément vitales, un état qui, je ne sais plus où j'en suis, oui, je suis perdue, mince. Oui, ça y est, j'ai trouvé. C'est un accompagnement durable de toutes nos expériences profondément vitales, un état, dit-elle, qui nous accompagne secrètement tout au long de notre vie. C'est là, à notre avis, ce qui fait son originalité. C'est-à-dire accorder de la valeur à la vie, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. On peut aider la personne effectivement à se retrouver en accord avec elle-même, mais surtout en accord avec la nature, mais avec la nature humaine et avec sa nature profonde. Tout à fait, oui. Donc pour finir, c'est ainsi que le professionnel, ou le psychanalyste, peut accompagner, stimuler l'autre à opérer cette révolution narcissique. J'ai trouvé que c'était une formule intéressante, c'est-à-dire utiliser sa capacité de la psyché à surmonter les pertes pour s'ouvrir à ce que la vie peut encore lui offrir. Et notamment sa capacité à vivre l'instant présent, à accepter le cours des choses, qui n'est pas une démission, mais un lâcher-prise, pour reprendre cette expression très à la mode, mais que les âgés utilisent abondamment pour désigner ce qu'ils éprouvent aussi. Bref, une forme de sagesse. D'ailleurs, si on fait référence à la physique quantique, on sait que le temps n'existe pas. C'est un petit rappel à ça. Voilà. Donc l'engagement du professionnel provoque un rapport de l'individu à lui-même, à son image, à la construction de son moi, ce qui invite à une traversée du miroir dans la matrice du monde impersonnel, des représentations et des symboles. Cela convoque l'image que l'homme se fait de lui-même et l'amour qu'il se porte, avant, ici et maintenant. Et la traversée du miroir, je ne sais plus où j'en suis, mais je vous enverrai si vous voulez le PowerPoint, Patricia. Et je vais finir par une phrase de Balint, Balint qui était un médecin et psychanalyste, qui a développé justement les groupes Balint, enfin en tout cas les supervisions au départ avec les médecins. Puis après, c'est des concepts qu'on a réutilisés pour animer des supervisions, des analyses de pratique professionnelle. Il écrit dans le défaut fondamental, le sujet est seul et son principal souci est de créer quelque chose à partir de lui-même.